Matinée pluvieuse à Cotonou et ses environs. N'oubliez surtout pas de sortir couvert. Mesdames, Messieurs, bonjour. C'est encore parti pour un autre numéro de votre émission Bonjour le Bénin. Pour aujourd'hui, on découvre le menu, mais avant, cette petite virgule. On parle économie ce matin et on s'intéresse plus précisément à la consolidation des acquis de l'économie béninoise. Derrière les performances et les réformes engagées, une question essentielle demeure. Ces avancées vont-elles non seulement perdurer, mais également changer le quotidien des populations? Notre invité du jour nous apportera des éléments de réponse. Nous sommes déjà à quelques semaines des examens nationaux et les préparatifs démarrent déjà. Élèves, enseignants et parents, justement, à quelques semaines des échéances, sont en pleine mobilisation. Afin de relever le défi, mesdames, messieurs, il existe une méthodologie assez efficace et on s'y intéresse dans Événements à la Une. Ce sera avec Patrick Djossou et son invité. Vous n'êtes pas sans le savoir, depuis quelques jours dans Bénin en mouvement, on met en valeur la destination touristique du Bénin. Et ce matin, nous allons continuer sur cette lancée. On parle de la vision Alafia 2060, Bénin, un monde de splendeur. Une place de choix est accordée au tourisme et à la valorisation de cette destination sur plusieurs décennies. On abordera donc les grandes lignes. Restez avec nous pour plus en savoir. Mais vous le savez, 7 heures, c'est avant tout une heure sacrée par ici. Le rendez-vous informatif, c'est tout de suite avec Génie Alafouda, Monsi Agbouka. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans ce 7h qu'on ouvre avec cette décision de la Cour constitutionnelle. L'institution a tranché ce mardi en audience plénière spéciale pour le recours introduit par M. Midomiton Précieux Noël Dagan. Celui-ci avait, rappelons-le, saisi la haute juridiction afin qu'elle constate l'impossibilité matérielle de réunion du bureau du Sénat pour la prestation de serment du président de la République élu. Réunis au siège de l'institution, les sages ont examiné le dossier et rendu leur verdict. À l'issue des délibérations, ils déclarent le recours de M. Midomiton Précieux Noël Dagan irrecevable et qu'il n'y a pas lieu de se prononcer d'office. La notion de trêve politique est au cœur des débats au Bénin entre volonté d'apaisement et soupçon de restriction des libertés. L'on s'interroge sur le fondement même de cette nouvelle donne. Alors pour mieux comprendre et mieux s'approprier la mesure, Marianne Ogankou et Rachidatou Biomaman ont croisé les avis de juristes, analystes politiques et citoyens. Suivez plutôt. Critiquer en politique, est-ce encore permis? Avec la trêve politique, la question se pose. Dans la rue, chacun se fait son idée. Critiquer, c'est très bon pour la démocratie. Si on ne critique pas, ça ne évolue pas. Mais il ne faut pas trop critiquer pour critiquer. Il ne faut pas détruire. Parce que le pays, maintenant, c'est sur la bonne voie. Là où nous sommes maintenant, c'est le travail qui nous concerne. On a déjà fini avec la politique. Il faut qu'on travaille d'abord et après on peut se lancer encore dans la politique. Attends jusqu'à la fin du mandat. Ce n'est plus aider la personne, assister la personne. Si on les laisse gouverner jusqu'à la fin, c'est qu'il a fini. Ces perceptions contrastées ouvrent la porte à une lecture plus politique de la situation. On a dit que le Sénat pourrait vous arracher vos droits civiques, le Sénat pourrait vous arracher vos droits politiques parce que le Sénat est le garant de la trêve politique. Il faut plutôt apprendre aux gens comment est-ce qu'ils participent à la gouvernance en apportant leurs idées. Au-delà des opinions, le cadre juridique précise les règles du jeu. L'article 5 alinéa 1 de la Constitution l'encadre. Il est dit dans le cadre de la critique de l'action publique, il faut faire des propositions. Autrement dit, on appelle à une critique constructive, on appelle à la courtoisie dans la critique, on appelle au fait que des adversaires politiques ne sont pas des ennemis et que le combat politique n'a pas besoin d'utiliser les moyens de rébellion, d'insurrection, d'appel à la désobéissance et qu'on peut très bien ne pas être d'accord avec le programme qui est en train de se dérouler sans pour autant bloquer le pays, paralyser le pays, démobiliser les citoyens. Il faut dire, nous ne voulons pas que ça soit fait de telle manière, nous aurions voulu que ce soit fait plutôt de telle autre manière. Les citoyens peuvent opiner librement, mais la Constitution fait obligation aux partis politiques
lorsqu'ils critiquent, de faire des propositions alternatives et d'apporter des solutions constructives. Dans ce contexte, la critique politique dans les médias est-elle remise en cause? Si il y a des professionnels des médias qui, par le passé, prenaient du plaisir à se substituer aux hommes politiques ou à reprendre leur discours de campagne en période non électorale, sous le couvert de chroniques, d'éditorial, de tout ce que vous savez, il faut qu'ils sachent maintenant qu'au nom de la trêve, cette attitude ou cette propension qu'ils avaient développée, ils doivent pouvoir s'y soustraire. En temps normal, c'est les formations politiques qui travaillent les citoyens, qui amènent les habitants d'un État que nous sommes à devenir de vrais citoyens, en leur faisant des formations, en leur faisant de la sensibilisation sur un certain nombre de choses, en leur donnant des informations sur la gouvernance de l'État, comment est-ce que leur pays est gouverné, comment est-ce que leur communauté est dirigée. Au-delà des analyses, reste à voir comment la trêve politique s'appliquera concrètement sur le terrain politique et médiatique. Et parlant toujours de cette trêve politique introduite par la révision constitutionnelle de fin 2025, certains y voient une interdiction de critiquer l'action publique, ce qui est, d'après le professeur Théodore Olo, loin d'être le cas. Pour l'ancien ministre, ancien président de la Cour constitutionnelle et enseignant de droit public, il est plutôt question de prioriser le développement économique et social. On le suit au micro de Renaud Akapo. La trêve politique a été explicité un peu dans la Constitution, qui parle d'un pacte républicain qui serait signé entre certains partis politiques de l'opposition et le gouvernement pour ne pas gêner la mise en œuvre du programme du nouveau pouvoir qui a été validé par le peuple souverain. Mais quand on ne l'explique pas, on va penser que les acteurs politiques sont des ennemis, alors qu'ils sont peut-être des adversaires parce qu'ils n'ont pas la même conception de ce qui peut faire le bonheur du peuple. C'est l'une des raisons pour lesquelles il est dit que la critique est permise, mais cette critique doit être conditionnée à des contre-propositions. Donc vous critiquez l'action qui est menée, mais vous ne vous limitez pas à la critique, vous indiquez ce que vous pensez être le meilleur pour garantir le bien-être des citoyens. Par exemple, il arrivait des moments où le Bénin doit avoir un financement pour un programme. Des acteurs politiques vont négocier avec ceux qui devaient assurer ce financement pour empêcher ce financement. On fait du tort, non pas à ce pouvoir, mais à la population. Je crois que c'est dans ce cadre que cette idée d'un pacte républicain est prévue, mais cela n'exclut pas que les gens puissent continuer à critiquer, mais cette critique doit être toujours accompagnée de propositions alternatives, ce qui suppose qu'il y a un dialogue entre les acteurs politiques pour mieux se comprendre. Et peut-être le pouvoir qui met en œuvre son programme, sur la base des observations, peut améliorer la qualité de sa gouvernance. Comme il peut également expliquer à ceux qui ne sont pas d'accord avec lui les objectifs poursuivis et obtenir peut-être leur adhésion, parce que le dialogue aurait permis une meilleure compréhension de la finalité de l'action menée par le pouvoir en place. Mais quand on parle de trêve politique sans avoir ces éléments, on a l'impression que les gens étaient en conflit et qu'ils observent un cessez-le-feu, comme actuellement entre les États-Unis et l'Iran, dans le Golfe, entre le Liban et Israël. Or, ce n'est pas un conflit armé. Venons-en à présent à ce rapport qui concentre tous les regards des fidèles de l'Église du christianisme céleste du monde entier. Vous le savez certainement, le Conseil supérieur de transition a rendu au président de la République son point d'activité et les recommandations pour une Église du christianisme céleste à nouveau unie. Alors concrètement, que dit ce rapport? Le rapporteur du CST, Marcelin Zanon, revient sur l'essentiel au micro de Rodrigo Lababagüeto et Constantin Agbon le suit. Dans un procès verbal en date du 15 février 1975, le poète pasteur fondateur Ochofa avait dit que tôt ou tard, l'État va s'impliquer dans la gestion de l'Église. C'est une prophétie qui se réalise aujourd'hui et nous en sommes fort contents, fort heureux. Vous savez, pendant 40 ans, il y a des tentatives internes pour essayer de nous mettre ensemble. Mais ces initiatives n'ont pas prospéré. J'ai compris enfin, lorsque le président Talon est arrivé, qu'il fallait un profil. Il fallait que la personne qui va prendre l'initiative
incarne maintenant une personnalité morale. Et il se fait fort heureusement que nous avons retrouvé ces qualités-là dans le président Patrice Talon. Ça fait un. De deux, pendant qu'on était en session, eh bien, le président Patrice Talon s'est beaucoup investi. Il venait à nos sessions, nous étions 12, parfois 15 autour de la table, mais il venait, il prenait sa place. Il participait au débat. Il nous faisait part de son expérience. Il nous donnait un peu sa vision. Quoiqu'il nous laissait le libre arbitre, mais il a beaucoup contribué au débat. On dit que tout le monde a pu participer aux travaux qui étaient validés au fur et à mesure. On peut être satisfait que nous avons pu mettre en place tout le corpus juridique et institutionnel. Il ne manquait que le dernier pas au niveau des diocèses pour mettre en place les organes de gestion qui vont aboutir à l'élection, mettons, du révérend pasteur-chef mondial. On aura un pasteur-chef mondial, on l'aura absolument. On l'aura, même si tout le monde n'a pas adhéré dès maintenant à la cause de l'unité, il n'est pas exclu qu'avec le temps, quand les gens vont comprendre, quand ils vont maîtriser toutes les dimensions de la question, ils verront que le travail le plus important aujourd'hui, c'est l'unité. J'ai ferme espoir qu'ils vont adhérer à la cause de l'unité, absolument. Un mot à présent sur le pagne tissé, un savoir-faire ancestral qui traverse les générations. Héritage culturel et symbole d'identité, il continue de vivre grâce à des artisans qui en perpétuent l'art. Mais entre modernité et désintérêt des jeunes, sa transmission suscite aujourd'hui des inquiétudes. Estelle Pazou et Gildas Vito se sont intéressés à la question. Dans les allées du marché des arts, un bruit défie le temps. Une cadence alternée qui donne vie au pagne tissé. Depuis 35 ans, Hervé a fait du tissage son métier. Mais bien plus qu'un pagne, c'est un patrimoine qu'il préserve fil après fil. L'histoire du pagne tissé remonte au règne du roi Agonglo, considéré comme l'un de ses précurseurs. Avant cela, nos ancêtres se vêtissaient essentiellement de fibres de jute. C'est lui qui aurait fait appel à un tisserand talentueux pour confectionner les premiers pagnes tissés. Et ce n'est là qu'une partie de l'histoire. Jadis, les Amazones, vaillantes guerrières de Dahomey, se paraient de pagnes tissées avant d'aller au front. Des décennies plus tard, une autre Amazone des temps modernes n'a d'identité vestimentaire que le pagne tissé. Nous saluons également l'engagement de la vice-présidente, véritable ambassadrice du pagne tissé. Par son attachement constant à cette étoffe, elle a contribué à raviver l'intérêt de nombreuses femmes pour ce symbole culturel. Une fidélité qui valorise le travail de l'artisan. Mais derrière cette reconnaissance, Hervé nourrit aussi une inquiétude. Héritier d'un savoir transmis par son grand-père, il se dit prêt à passer le relais. Seulement, les apprentis désertent de plus en plus les ateliers. La chaîne de transmission est menacée. J'ai formé plusieurs apprentis, mais aujourd'hui, l'intérêt des jeunes pour le métier de tisserand s'effrite. À l'heure où le patrimoine mondial africain est célébré, la survie du pagne tissé repose désormais sur la transmission pour ne pas laisser le fil se rompre. On vous emmène à présent à la découverte du musée des masques d'Afrique, un espace culturel dédié à la valorisation du patrimoine africain à travers les masques, les divinités et les objets rituels d'Afrique de l'Ouest et d'Afrique centrale. Dans ce lieu, on retrouve une histoire profonde, celle de la préservation de la tradition vivante et de la mémoire des ancêtres. Ulvaeus Balogun. Bienvenue au musée des masques d'Afrique, un lieu où l'art, le sacré et la mémoire se rencontrent. Le musée des masques d'Afrique, c'est une exposition que nous avons montée pour un côté l'Afrique de l'Ouest et l'autre côté l'Afrique centrale. Et les deux se parlent. Le guide ici, c'est Noël Agossou, conservateur du musée, passionné de culture et surtout collectionneur. J'ai une collection de plus de 1200 objets. Parce que j'ai commencé ma collection depuis les années 82. J'étais encore sur les bancs d'études. C'était à Brazzaville que j'avais commencé avant d'aller maintenant en RDC,
À l'époque, c'était le Zaï. Nous avons derrière nous le masque Egungu, le masque Pakliao Zangbeto, le masque Kelede et d'autres masques encore qui sont ici de l'autre côté. Ça, c'est le masque qui vient du Cameroun. Et James, ça vient du Cameroun. Et aussi les masques d'Angola, du Congo, République démocratique du Congo, du Rwanda. Et à l'Afrique de l'Ouest, nous avons le Bénin, le Nigeria, le Mali, la Côte d'Ivoire, Burkina Faso. Sculptés dans le bois ou ornés de fibres de coquillage ou de tissu, ces masques ne sont pas de simples objets décoratifs. Ce sont des masques sacrés qui sont utilisés pour des faits soit spirituels, soit de guérison ou soit de prospérité. Donc la plupart des masques qui sont ici ne sont pas désacralisés. Je les ai laissés avec leurs propres vibrations. Plus qu'un lieu d'exposition, ce musée est une école de mémoire, une passerelle entre les générations. Mais ce sont des choses qu'il faut sauvegarder, garder jalousement, parce que ça représente nos aïeuls, nos esprits, nos ancêtres. Unique en son genre, le musée des masques d'Afrique fait revivre ici la mémoire des peuples et l'âme des sociétés africaines à travers le masque. Le couteau, c'est pas bon, vous pouvez le voir, puis soulever le couteau. Le slam séduit de plus en plus de jeunes par ici et s'impose aujourd'hui comme un véritable moyen d'expression libre et accessible à tous. À Cotonou, cette dynamique prend de l'ampleur avec l'organisation d'un festival du slam francophone. L'initiative vise non seulement à promouvoir cet art, mais aussi à transmettre ses fondamentaux aux passionnés. Maclède Adam Oussodé, Karamatou Aguataou. Moi, je viens de la contrée des Atigo à Agoué, un petit village de Grand Popo. C'est un art vivant, à la croisée de la poésie, de la performance et de l'expression scénique. Le slam est fait pour être dit, ressenti et partagé. Être capable de traduire les émotions qui nous habitent au moment où on dit notre texte. Même quand on a écrit un beau texte, si on ne sait pas le rendre avec la même intensité d'écriture ou la même valeur émotionnelle qu'on a envie de faire incarner par le texte, on passe à côté de l'impact au public. Djamil Mamagao est l'un de ces slameurs béninois qui maîtrise cet art de la parole. Pour devenir comme lui, il est essentiel de maîtriser les bases solides. Et c'est là même l'objectif de cet atelier de formation à l'écriture du slam. Et l'objectif de ce festival, c'est de rappeler que le slam, avant tout, est d'abord une chose publique. Ça appartient à tout public, ça appartient surtout à des gens qui sont dans l'ombre, à des gens qui ne s'y attendaient pas du tout. Né dans les années 1980 aux États-Unis, le slam se distingue par sa liberté totale d'expression. Cette formation vient en prélude à l'édition 2026 du Festival du slam francophone, avec à l'affiche la participation de grands noms de cet art et un invité spécial, Souleymane Diamanka, l'un des monuments du slam de l'espace francophone. Voilà, ce sera tout pour ce matin. On espère que vous avez apprécié et vous aussi, Jennifer, on l'espère. J'ai beaucoup pris du plaisir. Vous savez, c'est toujours un plaisir pour moi de vous avoir. Génial. Et je vous dis au revoir. J'ai bien envie de dire à demain. Non, mais à très bientôt. La prochaine, ce sera avec Bondi. Elle va assurer comme d'habitude. Absolument. Merci beaucoup, Génial. On passe à présent à la toute première rubrique. C'est l'invité. Le Bénin affiche depuis quelques années des performances économiques régulièrement saluées, portées par un agenda de réforme structurant et une volonté affichée de modernisation de l'économie. Mais au-delà des indicateurs de croissance, la question essentielle reste celle de la durabilité de ces acquis et de leur impact réel sur les conditions de vie des populations. Peut-on parler aujourd'hui d'une croissance véritablement solide et durable au Bénin? Et surtout, ces performances économiques se traduisent-elles concrètement dans le quotidien des populations? Nous en parlons avec un invité quand même qui est à la taille. Nous sommes allés dégoter pour vous quelqu'un d'assez expérimenté. Il s'agit de M. Théophile Azomaou. Bonjour et bienvenue.
Bonjour Madame Sachivi. Alors, vous êtes professeur des universités et surtout économiste du développement. Alors, la question, vous la maîtrisez assez. C'est un fait, hein, le Bénin est souvent cité comme bon exemple en matière de réforme économique. Alors, selon vous déjà, quelle lecture vous en faites et quels pourraient être les prochains défis pour consolider cette dynamique? Je vous remercie pour votre invitation. C'est un plaisir. C'est un honneur pour moi d'être là et pour nous éclairer sur ces questions économiques. Effectivement, la question de la performance de notre pays est souvent relevée et c'est une heureuse nouvelle de savoir que notre pays performe réellement et qu'il y a une stabilisation, qu'il y a des réformes. Lorsqu'on regarde actuellement quelques indicateurs macroéconomiques sur le Bénin, le Bénin affiche des performances remarquables, on doit le dire. Le taux de croissance de 7,5% pour l'année 2024. C'était le taux le plus élevé depuis 1990, il faut le souligner. Et le taux de croissance était de 8,1% en 2025. Et puis, le Fonds monétaire international prévoit une croissance pour le Bénin de plus de 6%, non, de 7%, plus de 7% pour l'année 2026. Donc, ce qui veut dire que nous avons des indicateurs très intéressants. Par exemple, l'inflation reste contenue aux alentours de 1,1%, même si les événements récents au Moyen-Orient suscitent quelques inquiétudes quant à la montée des prix. Et puis, le déficit budgétaire reste aux alentours de 2,9%, donc moins de 3%. Donc, on a vraiment des indicateurs très performants. Et la question, comme vous la posez, c'est comment est-ce qu'on transforme cette croissance soutenue, ces indicateurs macroéconomiques, en une transformation structurelle durable. Et c'est seulement lorsqu'elle devient une transformation structurelle durable qu'elle peut infuser dans l'économie et qu'on ne parle pas seulement de chiffres, mais que les chiffres se transforment, vous savez, dans la vie de chacun des Béninois. Et je pense qu'à ce niveau-là, il y a quelques défis, comme vous le dites, quelques défis. Le premier, pour moi, par exemple, serait la création d'emplois durable pour les jeunes, d'accord? Parce qu'une croissance de 7% est impressionnante, mais cela doit se traduire en la création d'emplois formels, mieux rémunérés et stables pour les jeunes. Le deuxième défi, je pense, c'est la diversification de l'économie béninoise, d'accord? Nous devons passer d'une économie qui ne soit pas complètement, extrêmement dominée par le coton. Nous devons passer d'une économie de transit et aussi dominée par le secteur informel à une économie où on crée de la valeur ajoutée. Et ceci est très important parce que la valeur ajoutée, c'est de la richesse que l'on crée, mais pas sur la base uniquement des ressources matérielles. Lorsque vous créez de la valeur, lorsque vous créer de la richesse dans des services, dans des biens, vous donnez du prix à ces biens, à ces services. Et en donnant du prix, vous pouvez alors performer sur la scène internationale, dans le commerce international. Et ceci est très important. Je pense aussi qu'il faut garder une surveillance sur la dette publique du Bénin. La dette, notre dette était de l'ordre de 54% en 2024. Et puis, la dette est passée à 56,7% en 2025. En d'autres termes, nous tendons vers 60%. Donc, il faut garder un œil vigilant sur la dette. 60%, ce n'est pas un mur, pas du tout. Mais on s'approche d'une zone de vigilance. Et il est très important d'avoir un œil sur ça. Et puis aussi, regarder la composition de la dette. Elle est très importante. 3/4 de la dette du Bénin est détenue par des créanciers étrangers. Et seulement 1/4 par les créanciers nationaux. Donc, cela veut dire que nous arrivons à mobiliser de l'argent sur la scène internationale. Les investisseurs étrangers nous font confiance. Le Bénin a une signature. Et ceci est très important. Ça fait partie des réformes qui ont été introduites. Dans le même temps, cela veut dire que nous sommes dépendants de l'extérieur. Vous voyez? Et donc, il faudrait
être vigilant sur l'utilisation qu'on en fait et surtout essayer de rééquilibrer dans le futur pour avoir une dette beaucoup plus domestique. Ceci est très important. Pourquoi? Parce que c'est une question de souveraineté. Rappelez-vous, il n'y a pas longtemps, lorsque les États-Unis imposaient des taxes à la Chine, et la Chine répliquait. Vous vous rappelez de cela? Et puis, à un moment donné, la Chine a agité la dette américaine qu'elle détenait. D'accord? Et donc, la crainte que les bourses américaines dévissent a fait que les États-Unis se sont arrêtés. Ouais, donc, la souveraineté implique aussi qu'on ne soit pas dépendant un peu trop de l'étranger. Et le quatrième défi que je vais souligner, c'est celui de la croissance inclusive. Et c'est le point que vous soulignez. Comment fait-on pour que cette croissance, cette belle macroéconomie infuse dans la population? Vous savez, la pauvreté au Bénin est toujours mesurée de l'ordre de 40%. D'accord? Il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits. La pauvreté a baissé, il faut le souligner, mais ça reste quand même encore élevé. Et donc, comment faire pour que la population bénéficie de cette croissance? Il faut la rendre inclusive. La rendre inclusive veut dire qu'il faut, quelque part, mettre en place des politiques de redistribution. Et généralement, lorsqu'on crée de la richesse, de la croissance, lorsqu'on se développe, il se pourrait très bien que cette richesse ne bénéficie qu'à une frange de la population. Les plus riches, les gens qui sont extrêmement riches, d'accord? Et on a l'impression que cela peut descendre facilement. Non, ce qu'on appelle la théorie du ruissellement. Voyez? Donc, la richesse qu'on crée ne ruisselle pas automatiquement, forcément. Et lorsqu'on met en place des politiques de redistribution, ça peut aider. D'accord? Et donc, qui dit politique de redistribution veut dire des filets de protection, soutenir les pauvres, mais aussi le climat des affaires, d'accord? Parce qu'on agit à la fois sur la demande et sur l'offre. Donc c'est comme cela que l'on rend la croissance inclusive. Quand on dit inclusive, on souhaite qu'une grande partie de la population participe de cette croissance que nous créons et que ça ne soit pas seulement des chiffres, mais que cela se reflète dans l'assiette des gens, d'accord, sur leur compte bancaire, ainsi de suite. Donc, je pense que ce sont ces défis-là qui s'imposent à nous. Beaucoup d'efforts ont été réalisés, il faut le reconnaître. Nous avons connu 10 années d'efforts intenses qui a permis au Bénin d'avoir une signature, de se retrouver sur la scène internationale. Nous avons une fierté à garder par rapport à ça et l'effort doit être poursuivi et soutenu. Et justement, lorsque je vous écoute, j'ai envie de dire, vous mettez la barre assez haut quand même, Lise. Vous tendez vers un idéal. Est-ce qu'avec la dynamique enclenchée, vous pensez que le Bénin détient, je dirais, les ressources, les moyens d'atteindre cet idéal-là? Je ne dirais pas qu'on met la barre haute, certes, d'accord, mais la barre a été mise très haute par le président de la République, le président Talon, rappelez-vous. Donc, et l'ensemble du gouvernement. Et l'ensemble du gouvernement, bien sûr, à commencer par le nouveau président élu. Et donc, la barre a été mise très, très haute. Et je pense que c'est une bonne chose de se donner des objectifs qui sont assez élevés et qu'on va essayer de tendre vers. Oui, je pense que le Bénin a des ressources qu'il faut. On a des ressources. La volonté déjà? Ah oui, bien sûr, il y a la volonté. Vous regardez ce qui a été fait. On ne peut pas dire que la volonté manque. Elle est encore plus forte que jamais. Et cette volonté s'est exprimée aussi lors des élections. On le voit, d'accord? C'est ce que veulent les populations. Le Bénin, les Béninois veulent que l'effort se poursuive, que nous tendons vers cet idéal. Nous avons la volonté, nous avons les moyens et je pense que on y arrivera. Moi, j'y crois fermement. Je pense qu'on est doté, on a les capacités. Alors, le Bénin occupe également une position stratégique en Afrique de l'Ouest. Comment pensez-vous qu'on peut tirer pleinement profit de cela? Oui, la position géographique du Bénin est une position, je dirais, majeure, elle est idéale, d'accord? Puisque nous avons cette position entre le Nigeria, le Niger, le Burkina Faso et les pays de l'Hinterland. Et il y a un aspect très stratégique dans cette position, un facteur déterminant qui est le port de Cotonou. Le port de Cotonou, c'est un actif stratégique pour le Bénin et qui joue énormément dans l'économie de notre pays et dans son
je serais dans ça, ça impacte énormément la contribution de ce port dans l'économie béninoise. Mais je pense que une position idéale géographique ne devient une opportunité économique que lorsqu'elle devient je dirais, lorsqu'on la transforme en une situation on retourne un peu la situation de sorte que la position géographique devienne une opportunité de compétitivité. Et il y a plusieurs leviers pour ça. Par exemple, c'est la réduction des coûts logistiques pour notre pays, le temps d'attente au port, la douane, la logistique et tout ce qui tourne autour, la réduction de ces coûts-là. Il faut aussi ne pas seulement transiter, mais aussi transformer. Parce que nous avons principalement une économie, lorsqu'on parle du port de Cotonou, une économie de transit. Et il est bien que nous passons de la transit à la transformation pour pouvoir créer de la valeur régionale. Et donc, par exemple, l'agroalimentaire, le textile, la transformation numérique, la digitalisation, le corridor routier, la qualité de ce corridor-là reste encore à être améliorée. Et puis, un troisième levier qui est important de souligner, c'est comment on peut améliorer la diplomatie économique régionale. Ceci est très important. Vous voyez, parce qu'on a observé qu'avec la fermeture de la frontière avec le Niger, cela a révélé, et les tensions dans la zone, cela a révélé la faiblesse, je dirais, ou les limites de l'économie de transit. Et donc, il faut trouver d'autres débouchés. Et aussi avoir une diplomatie économique beaucoup plus proactive. Alors justement, on va évoquer un concept, le concept de leapfrogging. Pouvez-vous déjà nous donner un exemple concret de saut technologique souhaitable pour le Bénin? Pour nos téléspectateurs, c'est important de définir ce que c'est que le concept de leapfrogging. Le leapfrog, ça veut dire faire un saut technologique. C'est en fait la capacité d'un pays à opérer des sauts pour pouvoir accélérer le processus de développement. Vous voyez, le but est de ne pas refaire tout le chemin qui a été fait. Par exemple, on ne va pas réinventer la roue. Par contre, il faudrait pédaler plus vite parce que la roue existe. C'est à peu près ça le principe. Et en Afrique, on a connu un saut technologique qui est assez important, qui a été la capacité de notre économie à passer au-dessus des banques classiques pour pouvoir faire des transactions avec le mobile money. Ça a été un leapfrog, Mais pour le Bénin, il y a encore des possibilités de saut technologique. Et je vais en évoquer un qui me tient un peu à cœur. Vous voyez, ces derniers temps, nous expérimentons tous les coupures d'électricité, n'est-ce pas? Il y a beaucoup de coupures d'électricité. Il faut souligner l'effort qui a été fait pour que l'électricité, l'approvisionnement de l'électricité soit quelque chose de soutenu au Bénin. Il y a la centrale de Maria Gleta, n'est-ce pas, qui produit 300 mégawatts, quelque chose comme ça. Mais il y a toujours des coupures, il y a toujours un manque d'électricité. Nous n'avons pas d'insuffisance énergétique. Et je pense que cela peut se faire. Et une possibilité qu'offrirait par exemple un saut technologique, c'est de nous doter de centrales nucléaires. Pourquoi pas? Les centrales nucléaires, lorsqu'on prononce le mot nucléaire, ça fait peur aux gens. Mais la technologie nucléaire, c'est quelque chose qui est maîtrisé de nos jours. Beaucoup de pays sont dotés en centrales nucléaires. Il existe des mini-centrales nucléaires, des centrales de taille moyenne et de très grosses centrales. Je pense qu'avec 2 centrales de taille moyenne, le Bénin peut atteindre l'autosuffisance énergétique et devenir même exportateur net d'électricité. Cela est possible parce que
ce qu'il faut faire, je pense, hein, et ce n'est pas facile à faire, c'est une négociation avec les pays qui maîtrisent cette technologie-là. D'accord ? Les centrales s'achètent. Okay? La question est, qu'est-ce qu'on met sur la table? Qu'est-ce qu'on négocie? Et on peut dire aussi que nous n'avons pas les compétences, nous n'avons pas d'ingénieurs en physique nucléaire, mais c'est le moment de les former. C'est ça. S'il y a une demande, on peut mettre au point la formation. Et tout ça peut faire partie d'une négociation, de sorte qu'on se dote en centrales nucléaires et les pays qui nous les fournissent forment également des ingénieurs béninois pour qu'ils prennent petit à petit la relève et que ces centrales soient dans le futur gérées par les Béninois. Ceci est très important parce que ça infuse plusieurs secteurs. Hein. Et justement, quels sont ces différents secteurs-là qui peuvent être susceptibles de bénéficier de ce saut technologique, comme vous le dites? Il y a plusieurs secteurs qui peuvent en bénéficier, à commencer par tous les secteurs qui sont consommateurs d'énergie, n'est-ce pas? Aussi bien les entreprises que les ménages que nous sommes, hein, bien sûr. Et puis, ce secteur, ce saut technologique peut impacter le secteur, par exemple, du transport. Pourquoi? Par exemple, hein, lorsque vous avez de l'énergie suffisamment, d'accord, vous devez non seulement anticiper la croissance de la population, vous devez anticiper l'économie aussi, c'est-à-dire les consommations futures d'énergie, d'accord? Et un secteur qui est très important, c'est le transport, par exemple, ferroviaire. Nous n'avons pas de train au Bénin, on est d'accord, hein, okay? Mais les trains à grande vitesse sont de plus en plus répandus. Le Maroc en a, le Sénégal sans doute, le Bénin devait pouvoir le faire. Mais ce sont des trains qui sont consommateurs d'énergie. Les trains à caténaire, les trains à grande vitesse. Ça permettrait de desservir le sud jusqu'au nord du pays, ainsi que d'autres grandes villes et agglomérations. Donc le secteur du transport peut en bénéficier, mais aussi un secteur que j'ai évoqué précédemment, qui est celui tout simplement de l'enseignement. Lorsque vous commencez à former des ingénieurs en physique nucléaire, vous créez des compétences. Vous voyez? Et donc, ce secteur-là, de la formation du capital humain, est aussi infusé par ce secteur technologique. Et puis, il y a un secteur dont on parle généralement, c'est le numérique, et surtout l'intelligence artificielle. Vous voyez? En pleine expansion. Exactement. L'intelligence artificielle consomme énormément d'énergie. Les calculateurs, les banques de données consomment énormément d'énergie. Donc, si on doit anticiper le développement de l'IA au Bénin, dans le futur, il faut se dire que nous allons consommer de plus en plus d'énergie. Comment produisons-nous ceci? Et moi, je pense que ce saut technologique qui peut être opéré avec l'acquisition de centrales nucléaires nous permettra d'anticiper ces consommations futures et donc de dynamiser, de doper notre économie. Alors, hein, pour finir, vous le dites, le Bénin s'illustre quand même. On a fait un bond assez important, mais on va parler également de l'Afrique parce que un certain constat se fait également autour d'autres pays. Est-ce que l'Afrique peut rattraper son retard économique dans ce contexte mondial de forte compétition? Oui, l'Afrique peut rattraper son retard, mais ce n'est pas automatique. Avec le temps? Avec le temps, mais surtout avec la volonté. D'accord. C'est très important. La volonté politique, c'est quelque chose de très déterminant. D'accord. L'Afrique peut rattraper son retard économique. Cela n'est pas automatique, hein, mais pour rattraper son retard, il faut avoir de la croissance. La croissance est très déterminante. Hein. Il faut avoir de la croissance de l'ordre de 6 à 8% par an, et cela sur des décennies. Lorsque vous avez cette croissance, c'est ce que le Bénin a eu depuis quelque temps et qui nous permet de réaliser des miracles, hein, si on peut ainsi dire. D'accord? Si l'Afrique arrive à avoir une croissance importante sur des décennies, d'accord, cette croissance peut être utilisée pour faire du rattrapage, croître plus vite que les pays occidentaux. Mais ce qui est aussi important, c'est le fait d'utiliser ce dont nous disposons, notre capital humain. D'accord? Nous avons une démographie, une population jeune, ce qu'on appelle la dividende démographique. Exactement. Et l'Afrique doit être capable d'utiliser cette dividende démographique, d'accord? Et c'est un atout supérieur, hein, par rapport aux autres pays, vous voyez. Et puis, il y a autre chose qu'on peut souligner, c'est le fait que nous devons nous assurer
entre pays africains que nous n'exportons pas de matières premières, nous n'exportons rien qui ne soit transformé. Pourquoi ceci est important? D'accord? La transformation. Aucun pays ne s'est développé en exportant uniquement des matières premières. Le Bénin, quand même, fait des efforts dans On fait des efforts. Justement. Là, on parle de l'Afrique. Donc, on parle de combien de pays? 54 pays, c'est très important. Exactement. Et ce n'est pas évident. Il faut miser sur ça. Il faut miser sur ça. Aujourd'hui, on parle de terres rares. D'accord, les terres rares vont contribuer de plus en plus à l'économie globale. L'Afrique possède des terres rares. Le Congo, par exemple, la République démocratique du Congo. D'accord. Donc, on a des matières premières, il faut les transformer, il faut rajouter de la valeur à tout ce que nous produisons. Si on rajoute de la valeur, on crée de l'emploi. Si on crée de l'emploi, on donne des prix à ces biens. Et si on donne des prix à ces biens, on devient compétitif sur la scène internationale. Et donc, on participe au commerce international. Merci beaucoup à vous, Monsieur Théophile Azomaou. Je rappelle que vous êtes professeur des universités et économiste du développement. Avec vous, justement, on repassait en vue la consolidation des acquis de l'économie béninoise et on s'est justement appesanti sur les défis. Mais on a également parlé de l'Afrique. On va donc vous raccompagner. Événement à la une, c'est parti juste après ceci. J'en parlais en titre, nous sommes à quelques semaines des examens nationaux et les préparatifs démarrent déjà, n'est-ce pas Patrick? Et on parle aujourd'hui d'une méthodologie. Oui, une méthodologie. Bonjour Patrick. Oui, bonjour Jenny Assier. Oui, et on est là, on est ensemble pour parler de cette méthodologie. Je dirais une méthodologie entière, mais on va tabler un peu sur ce qui est psychologique, même si on n'est pas avec un psychologue. On est avec un coach qui est coach scolaire, coach universitaire, qui est coach parental, il est coach dans tout cet ensemble, on le connaît bien, il est un habitué de nos plateaux. Oui, Betoro Fulgence Awangono. Bonjour Fulgence. Bonjour Monsieur Patrick, bonjour Madame Jennifer. Bonjour coach. Alors, nous allons parler de cette approche, de cette méthodologie qui va permettre à ceux qui sont en train d'aller aux examens de se retrouver. Mais avant, nous allons faire un tour pour écouter Fallon Kisek-Zounon et Gisèle Adimi qui sont allés au CEP blanc et au lancement, c'est pas blanc, lancement de toutes les couleurs du CAP 2026. On les suit. À notre arrivée dans cette salle de classe, juste après la pause de 10 heures, le calme a déjà repris ses droits. Ici, en CM2A, l'heure est à la couture. Une épreuve opérationnelle au programme cette année pour les candidats au CEP. Aiguilles, fils et tissus en main, les élèves s'appliquent, concentrés, sous le regard attentif de leur maîtresse. Dans la classe voisine au CM2B, l'ambiance est tout autre. Stylo en main, regard rivé sur les feuilles, les élèves sont en pleine évaluation. Juste à côté de cette école publique, une autre privée. Ici aussi, on a démarré ce matin le programme de soutien pédagogique mis en place par le ministère des Enseignements maternels et primaires. Entre matières classiques et épreuves pratiques, ces candidats se préparent à affronter leur tout premier grand examen, une étape décisive qui marque la fin du cycle primaire et l'entrée au collège. Les candidats à l'assaut du CAP 2026, option sciences et techniques industrielles, sortent confiants de cette première matinée de composition au lycée technique Koulibaly de Cotonou. Ils sont au total 944 candidats inscrits dans ce centre d'examen. Outre le lycée Koulibaly, le lycée technique de Kondéou à Akpakpa accueille aussi des candidats pour le même examen. Voilà. Et donc, voilà on a l'examen blanc, CEP, et je disais l'examen, c'est pas blanc, c'est pas rouge, c'est l'examen tout court du CAP. Alors, Betonho, lorsqu'on se retrouve dans ces moments de préparatifs, qu'est-ce qu'il faut rappeler aux candidats? Ce qu'il faut rappeler aux candidats, c'est de dire
de croire qu'ils ne peuvent pas ne pas réussir. Autrement dit, ils vont réussir. Ils vont réussir. Parce que l'émotion du succès du réalisable est très indispensable en ces moments-là. Parce qu'au niveau des apprenants candidats, il y a le doute, il y en a qui sont stressés, qui se disent c'est normal, le doute, le stress, c'est la peur de l'inconnu, on ne sait pas ce qui va se passer. Mais se dire que je vais y arriver, c'est déjà une manière de commencer par gérer le stress. Et c'est de ça qu'il est question maintenant, de dire, de toute la manière, moi, je vais réussir. J'ai un moment qui a l'habitude de dire quelque chose, enseignante feu, maman dit, elle dit quand elle allait à chaque examen, elle se dit, s'il y a 1000 personnes, je suis capable d'être la dernière personne à réussir. Mais s'il y a une personne, ce sera moi. C'est ça. À chaque fois, moi, j'ai tout gardé ça en tête. S'il y a 10 personnes ou il y a 20 de toute la manière, je serai dedans. Mais si c'est une personne, ce sera moi. Je n'ai jamais oublié ça de ma fille, maman, de ma fille. Mais donc, ils doivent développer cette capacité à se dire, je vais y arriver. Moi, j'ai dit, j'ai été au bac dans ce pays, le dernier a eu le bac, mais nous tous, on n'avait pas eu. Il y a des gens qui n'ont pas eu, mais je dis, le dernier a eu. Ce n'est pas que je raconte. Ça s'est passé. Nous étions au collège Catherine Notre-Dame-de-Lourdes. Il a eu le bac. C'est sûr qu'à des moments donnés, le dernier moment, il s'est pris tellement au sérieux. Donc, c'est possible, pourquoi pas les autres? Mais est-ce que c'est facile lorsqu'on se dit qu'on a des tares? Je ne sais pas, certains peut-être doutent d'eux-mêmes. Ils se disent, je ne suis pas telle forte dans telle ou telle matière. Est-ce qu'en ce moment, on arrive quand même à se dire, je vais y arriver, je vais réussir? Il n'y a pas d'individu qui n'a pas de tare. Vous savez, on n'est pas les mêmes quand on va à un examen. Je donne un exemple, le bac. Il y en a qui vont pour être mention très bien. Il y en a qui disent, moi, je veux réussir. Donc, celui qui a mention très bien, quand il va à un examen blanc et qu'il a 14 domaines, il commence aussi par douter de lui. Donc, quel qu'en soit qui vous êtes, il y a toujours quelque chose à dire, je vais refaire. Donc, c'est chacun qui sait ce qu'il attend de son examen. Il y en a qui veulent réussir, ils vont tous réussir. Mais il y en a qui veulent réussir gamme dans gamme. Donc, à ce moment, je leur dis, vous allez y arriver. Mais cessez de douter de vous-même, de vos capacités. Il y a des fois, ce qu'on donne, c'est ce que vous maîtrisez le plus qui sort. N'est-ce pas? On a connu ça. Bien sûr. Pourquoi pas vous? Je leur dis, c'est l'émotion du réalisable. C'est possible de ne pas oublier. S'il y a 10 personnes, je serai dedans. Si c'est une personne, ce sera moi. S'il y a 10 personnes, je serai dedans. Mais si c'est une personne, non, c'est moi. C'est moi. Alors ça, c'est de manière générale. Alors, nous avons commencé, on ne va pas venir au CAP d'abord, mais le CEP, les plus petits, qui sont déjà en préparatif. Il y a l'examen blanc. Qu'est-ce qu'il faut pour pouvoir les motiver, ces enfants qui vont pour la première fois rencontrer cette épreuve? Ce qu'il faut surtout, parce que l'examen blanc, c'est pour mettre ces enfants, ces jeunes en condition d'examen. Pour qu'ils sachent ce qui va se passer, comment on va se tenir. C'est très important pour les préparer à cela. Et ils doivent toujours se dire, de toutes les manières aussi, je vais y arriver. Mais attention, les parents ont un rôle à jouer parce que chez eux, ils n'ont jamais été à un examen. Il y en a qui passaient au moment qui court. Excusez-moi l'expression, ils ne faisaient pas de pipi au lit avant, mais ils peuvent le faire. C'est tout qui arrive. C'est le stress. C'est le stress. Il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit. Donc voilà autant. À ce moment, les parents doivent être de vrais observateurs des détails. Parce que c'est des détails. Il faut voir les détails, il faut voir les changements qui s'observent au niveau de l'enfant et lui dire non, comme toi-même, j'ai été au CEP, tu as vu ton frère, il était il y a 2 ans et puis ça s'est bien passé. Moi, je te dis, tu vas réussir. C'est en cela que les parents doivent être des vrais coachs, les véritables coachs, parce qu'ils sont tout le temps avec leurs enfants. Je leur dis que c'est possible. Parce que quand papa rassure, on se dit c'est bon. Si papa dit c'est vrai, si maman rassure, c'est aussi important. Et l'enseignant aussi doit rester. On doit rester dans cette logique-là. C'est-à-dire qu'on doit rentrer dans les rangs de motivation afin de permettre à nos enfants de dire non, c'est quoi, je vais y arriver. Il n'y aura pas de souci. Les enfants, eux-mêmes, vous avez parlé des enfants, les parents, mais les enseignants, vous avez juste dit une fois, qu'est-ce qu'il faut? Est-ce que c'est le moment pour les enseignants de dire encore à ces petits-enfants, toi tu es nul, toi tu es médiocre, toi tu ne vaux rien, je ne compte pas sur toi? Est-ce que ces gens de... Oui, parce qu'il y a des enseignants qui continuent de démotiver. Qu'est-ce que vous dites à ces enseignants? Ça me rappelle une histoire que j'ai vécue. C'est vrai que l'enfant est en 4e. Vous savez ce qui s'est passé? L'État ne voulait même pas le présenter. Vous savez qu'ils ont un problème de 100%. Je vous dis, l'enfant est actuellement en 4e. Le coach, c'est vrai qu'il a c'est un enfant à besoin très spécifique. Je dis que l'école ne voulait pas présenter l'enfant parce qu'ils étaient sûrs qu'il allait échouer. Vous savez ce qui s'est passé? Il a eu le CEP, mais il y en a qui ont échoué dans ce qu'eux pensent qu'ils vont réussir. Je vous assure, le petit a eu le CEP. On l'a tellement accompagné. On ne voulait pas le présenter. Parce qu'on lui dit non, c'est sûr qu'il ne sera pas dedans. Parce que vraiment, il a des besoins spécifiques. Moi, je comprends. Mais on l'a motivé. Il a eu le CEP l'année-là. Mais son papa me disait, coach, tu sais, quand je vous prenais, je me disais, bon, je vais essayer pour voir. Donc, je voudrais dire, les enseignants doivent être de véritables motivateurs. On ne doit pas confondre les moments et les temps. Vous savez, nous, en notre temps, quand vous allez au CEP, quand l'enseignant vient, mais il te met une pression qui ne dit pas son nom. Tu te dis, mais
Est-ce que moi, je vais vraiment au CEP? Est-ce que je vais y arriver? Les moments ont changé. Les valeurs restent, mais les méthodes aussi, il faut changer les méthodes. Oui. Nos enfants ont besoin qu'on leur dise que c'est possible, afin d'y croire. Nous, c'est quand on dit que tu es nu, que tu dis non. Je ne veux pas être nu, donc je vais faire des efforts. Oui. Donc, les méthodes ont changé. Les enseignants doivent être de véritables motivateurs. Et ce qu'on dit, c'est pas CEP. Moi, j'ai connu des gens qui vont même au bac, vous ne pouvez pas imaginer. Oui. C'est des anciens qui continuent pas à dire que vous êtes nuls. Je me demande même si vous avez réussi cette année. Pardon. Ils ne sont pas comme nous autres. Il y a 20 ans ou même 25 ans en arrière. Ces enfants ont besoin qu'on leur dise que c'est possible. Parce qu'ils ont toute la capacité. La preuve, je dis qu'ils sont quoi? Des champions élus du succès au CEP, au BPC, au bac. 2026, on est dans... J'ai dit de préciser 2026. Parce qu'il y aura des examens chaque année. Oui. Mais c'est de 2026 qu'il est question. Oui. C'est leur examen. Et ils l'auront. Ça, j'en suis sûr et persuadé. Oui, donc ça, c'est le CEP. Le CAP, ceux qui sont en train de finir vont finir aujourd'hui. Est-ce qu'il faut continuer à les motiver ou bien finir, on les oublie simplement avant les... Enfin, il y a encore d'autres épreuves, des épreuves pratiques, des épreuves qui ne sont pas directement liées à l'écrit. Oui, ils ont fini, mais ils n'ont pas encore fini. Oui. Ils doivent toujours garder une disposition mentale, une programmation mentale qui leur montre que ce n'est pas encore la fin, mais de croire que ce qui va arriver va compléter leur effort. Parce qu'il y en a qui se disent que je suis au chaos. Non, ils ne sont pas au chaos. Ce qui viendra juste compléter leur performance. Et c'est important de rester dans cette perception de soi. Vous savez, je dis toujours un truc. Nos enfants doivent avoir une meilleure définition d'eux-mêmes. Et c'est d'abord pour tout le monde. Oui. Qu'on soit candidat ou pas, parce qu'on est tous candidats à quelque chose dans la vie. Parce qu'il faut passer en classe supérieure oui, également. Le coach est candidat aussi pour venir bien faire cette rubrique. Donc on est tous candidats à quelque chose. Oui. Quelle est la définition que nous avons de nous-mêmes? Nous dit que je suis capable de... Ça nous traîne, ça nous tire vers la réalisation de cette capacité qu'on a. Il faut se répéter ça chaque matin, par exemple. Oui. Vous savez, tout ce que moi, le coach, je dis, mais il y a deux choses. Il y a des paroles de motivation. Quand tu te réveilles le matin, tu dois te dire que toi, là, je vais vous dire, même moi, je me suis dit ça ce matin. N'est-ce pas? Oui, j'ai mes propres phrases de motivation. Et bon, je me bénis beaucoup, je bats d'ici. Je dis, je le fais tous les jours. Moi-même, c'est vrai que je n'ai pas un examen, mais chaque jour pour moi, c'est un examen. Donc, nous devons, chaque jour, c'est un examen. Ça, c'est clair. La fois où je quitte ici, je dois encore coacher les enfants. Ils m'attendent au centre Paul VI ce matin. Donc, nous devons nous dire, nous-mêmes, de quoi qu'on y peut. Parce que la parole crée. Je ne suis pas pasteur, je ne suis pas prêtre, mais la parole crée une réalité. Et cette réalité part de la perception, de cette définition que nous avons de nous-mêmes. Tout individu qui dit qu'il est meilleur, soit il est vraiment, ou il travaille pour le devenir et pour maintenir cette position-là. C'est de ça qu'il est question pour chaque enfant du Bénin, qu'il soit candidat ou pas. Et c'est très important. Donc ceux qui ont fini, qui attendent peut-être les épreuves à venir, ils doivent se dire que c'est un complément pour l'effort que j'ai déjà eu à faire. Et non un complément pour je n'ai rien fait. Non, ça vient compléter déjà quelque chose que vous avez fait. Donc vous devez aussi bien faire et croire que c'est possible. Oui. Merci beaucoup, coach. Merci, coach. Je crois qu'on a fait le tour. Le tour de la question, on a eu tout ce qu'il faut quand même. Je crois qu'on va, comme c'est programmé de temps à autre, on revient encore pour pouvoir continuer de booster ceux qui vont aux examens. Parce que c'est très important. Parce que c'est très important. Mais laissez-moi quand même vous dire que les parents, nous les parents, les enfants dorment avec nous. On est les premiers coachs. Qu'est-ce que nous disons à nos enfants tous les jours? On doit leur dire chaque matin que c'est possible, c'est réalisable. Et permettez-moi, quand je dis les parents, je n'oublie pas les parents, les familles monoparentales. C'est ça. On a divorcé avec maman. On n'a pas divorcé avec son enfant. Exactement. Très important. Il y a eu divorce avec maman, mais il n'y a pas eu divorce avec les enfants. Pas les temps qui courent. Ce n'est pas que vous revenez à la maison. Si vous pouvez vous dire, bon, maintenant chaque jour, là, lundi ou mercredi ou jeudi, là, je viendrai vous chercher à la maison. Vous aurez un temps de discussion avec vos enfants. Vous avez divorcé avec maman. Vous n'avez pas divorcé avec vos enfants. Et quand ils sont candidats, ils doivent réussir pour honorer votre nom. La preuve, parfois, quand c'est papa, ça porte votre nom. Et quand c'est maman aussi, il faut que maman passe. Parce que c'est les enfants de la République. Il n'y a pas eu de divorce avec les enfants, mais c'est avec maman ou papa. Merci beaucoup, coach. Et merci également, Patrick, pour ce sujet d'actualité qui est très intéressant. Je pense que les dispositions vont commencer à être prises. On ne parle pas que de l'examen, n'est-ce pas, Patrick? Oui, on ne parle pas que de l'examen. Alors, de l'examen, je dirais examen physique, on a un autre examen. Mais cet examen n'est pas physique, il est mécanique. Pourquoi mécanique? Parce que c'est l'examen sur l'utilisation des automobiles, l'utilisation des véhicules à 4 roues, des véhicules à 4 roues qui seront utilisés pour ce que nous appelons ou ce que nous connaissons depuis quelques années, Django Rally
off-road. Ça donne tout de suite envie d'y être, hein, Patrick, je vous le dis. D'y être, oui. Vous avez vu tout le parcours touristique? Absolument. Ouida, l'Amazone, le mur des graffitis et bien d'autres. Hein. Oui, bien d'autres. Mais cette fois-ci, ça va partir toujours de l'esplanade de l'Amazone pour aller à Ouida, de Ouida à Tori, et de Tori revenir encore à Cotonou, à l'esplanade de l'Amazone, pour l'édition 2026 du Django Rally. Je ne voudrais pas vous faire penser encore à Django, vous connaissez ce film américain, on ne va pas en parler, mais Django, on est avec un autre Django, parce que son nom de famille, c'est un nom de Django Adjinaku. Oui, Tanguy. Bonjour, monsieur Patrick. Bonjour. Vous êtes le directeur commercial de MB Énergie, d'accord, au Bénin. Alors, la participation, parce que vous êtes participant à ce grand rallye, Django Rally, vous êtes partenaire participant. Comment ça va se dérouler, votre participation, votre, je dirais, implication dans ce grand rallye? D'accord, je vous remercie. Et vous me permettrez déjà de présenter MB Énergie avant de répondre à votre question. Oui, justement. Donc, MB Énergie est une entreprise béninoise spécialisée dans l'importation, le stockage et la distribution des produits pétroliers et dérivés en République du Bénin. D'accord. Et nous sommes le représentant officiel de la marque Total Énergie au Bénin depuis plus de 12 ans. D'accord. Donc, nous participons à cette édition du Django Rally en tant que partenaire. Et nous travaillons avec l'ensemble des acteurs du secteur de la mobilité au Bénin. Donc, il était de fait pour nous de participer à cette édition. Vous mettez des huiles à disposition? Les lubrifiants. Les huiles, c'est un peu réducteur, mais les lubrifiants. Les lubrifiants. Quand on parle de lubrifiants, on parle de quoi? On parle des huiles à moteur, des graisses, des huiles de transmission, toute la gamme entière. Oui. D'accord. Et sur tout le parcours, vous êtes présent? Oui, déjà en tant que participants, nous serons dans le cortège avec des véhicules pour participer. On fait le circuit ensemble. Voilà, nous serons dans le circuit de Cotonou, le 9, et à Ouida, et de Ouida à Tori, et de Tori on revient sur Cotonou, sur l'esplanade de l'Amazone. Oui. Alors moi, je me souviens, Total Énergie, c'est MB Énergie, c'est peut-être pas la première participation. Qu'est-ce qui vous motive peut-être à revenir? Pour le Django Rally, c'est notre première participation. Sur le Django. Mais déjà sur le salon de l'automobile, MB Énergie était déjà présent. Donc ce n'est que la continuité. Mais pour spécifiquement le Django Rally, c'est notre première participation. Il y a certainement quelque chose qui vous a motivé. Oui, comme je le disais tantôt, nos partenaires sont présents sur le Django Rally. Je veux parler des concessionnaires. Donc il était de bon temps pour nous de les accompagner. Oui, les concessionnaires de véhicules. Les concessionnaires de véhicules. Cela s'entend. Donc, oui, lorsqu'on a un véhicule, évidemment, il faut tout un ensemble de choses pour pouvoir maintenir le véhicule en bon état. Et parmi ces choses, entre griffes, il y a les lubrifiants. Et vous avez parlé de graisse, d'huile, etc. Est-ce qu'il y a des détails qu'on peut connaître par rapport à ces lubrifiants? Peut-être leur qualité. Leur qualité, oui. Bon, la marque Total Énergie est une marque premium de lubrifiants. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes présents sur l'édition. Ce que nous mettons à disposition, et pour répondre spécifiquement à la question, c'est un peu technique, mais nous disposons de l'ensemble des lubrifiants dont le secteur a besoin, que ça part de la 530, la 540, la 1040, les huiles de transmission, les huiles de boîte automatique, les liquides de refroidissement et les liquides de frein. La gamme entière est disponible en Total Énergie. Et c'est d'ailleurs cette marque que nous mettons à disposition pour nos partenaires, les concessionnaires. Oui. D'accord. En tout cas, donc les participants peuvent être rassurés en termes de lubrifiant. Tout est mis en place, tout est OK. Oui, tout est OK en amont et en aval, même pendant. Quand il y aura de bobos, MB Énergie sera présent pour accompagner. Merci beaucoup donc à vous, Patrick. C'était un plaisir de vous avoir. Les participants, en tout cas, peuvent être rassurés. Il y aura des lubrifiants à foison. Et je rappelle qu'on était justement avec notre invité qui est un partenaire et un participant. Et voilà.
Voilà, bien se nourrir est donc essentiel, comme on nous le disait dans cette plage publicitaire. Et cela se voit dans nos comportements, dans nos habitudes alimentaires de tous les jours. Alors, petite entorse dans cette émission pour vous présenter une autre façon de se nourrir, de consommer de la pâtisserie, du pain et tout ce qui va avec. C'est bien sûr une alimentation sans gluten, pain sans gluten, pâtisserie sans gluten. On vous l'offre justement avant de poursuivre. Madame Immaculée Gomez, vous avez décidé de faire désormais de la pâtisserie sans gluten. Quand on parle de pâtisserie sans gluten, qu'est-ce qu'on y met exactement? Par principe, la pâtisserie sans gluten, c'est une pâtisserie qui exclut toutes les farines qui contiennent du gluten. Et la plus connue, c'est le blé, mais il y en a beaucoup d'autres. Dans mon travail, je privilégie énormément les farines sans gluten locales. Mais étant donné qu'on est au Bénin et que la majorité des farines disponibles localement, que ce soit des céréales ou des tubercules, sont naturellement sans gluten, il allait de soi que Wally allait travailler avec ce type de farine-là. Et pourquoi avoir choisi la patate douce? On m'a diagnostiqué une hypersensibilité au blé au milieu de mon adolescence à la suite de plusieurs crises de constipation chronique. Donc je précise que l'hypersensibilité est différente de l'intolérance. L'intolérance, c'est que je ne peux pas en manger du tout, mais l'hypersensibilité, je peux en manger, mais ça a des incidences quand même sur ma digestion. Donc la seule solution qu'il y avait, étant donné que c'est une maladie chronique, il fallait simplement supprimer tout ce qui cause ce problème-là de mon alimentation. Et étant donné que je viens d'une famille épicurienne, ma mère restauratrice et qu'on aime énormément bien manger, pour moi il était totalement inconcevable de me restreindre au niveau alimentaire. Donc j'ai commencé à m'intéresser à toutes les alternatives locales qui existaient. Et à l'époque, il n'y avait que le manioc qui était travaillé en quelque sorte, mais uniquement en boulangerie. Et on lui a associé encore le blé à 75% environ. Et il faut savoir aussi que on m'a diagnostiqué une maladie hormonale qui induisait un problème d'insuline. Donc je devais aussi contrôler du côté de mon insuline, de sucre dans le sang. Et dans mes recherches, je me rends compte que la patate douce n'était pas très valorisée, alors que sous d'autres cieux, elle était en farine, en pâtisserie. Et le plus intéressant, c'est que son index glycémique correspondait très bien à ce que moi je cherchais comme alternative. Et je me suis dit, bon, si il y a des gens comme moi qui recherchent des solutions et moi je les ai trouvées, pourquoi ne pas mettre ces solutions-là à leur disposition? Et avec la farine de patate douce, quels sont les produits que vous proposez? La farine de patate douce n'arrive pas à obtenir certains résultats à cause de sa texture. Donc la demande en pain à base de patate douce était très forte. Mais quand j'ai fait les tests, en termes de goût, ça allait, mais la texture, ce n'était pas ça. Donc, et il fallait quand même rester sur quelque chose avec un index glycémique assez gérable. Et j'ai associé, au lieu du riz, j'ai associé avec le fonio, qui était quand même beaucoup plus intéressant que le riz. Et on est quand même arrivé à un résultat beaucoup plus satisfaisant. Donc là, c'est le mélange. Et on ne peut pas faire ce métier-là quand même sans avoir un minimum de connaissances en boulangerie classique. C'est pas possible. Maintenant, après les règles de réalisation du pain sans gluten n'ont pas grand-chose à voir. C'est quoi votre formation de base? Je suis titulaire d'une licence en administration générale, mention diplomatie et relations internationales à l'ENAM.
Comment on quitte la diplomatie pour devenir une pâtissière ou une boulangère? pour faire une activité qui a du sens en fait. Et moi, j'ai tout de suite compris que c'était ça ma vocation. Vous donner de sourire aux gens qui n'ont plus mangé du pain depuis des années. Et des anecdotes comme ça, j'en ai énormément. Des gens qui ont arrêté le gluten, mais qui n'ont pas trouvé d'alternative sur le marché qui soit intéressant. Parce que la problématique avec le sans gluten, ce n'est pas seulement de proposer des solutions alternatives, c'est de proposer des solutions qui rappellent aux gens le goût et les textures qu'ils ont quand ils mangeaient du pain à base de blé ou des produits à base de blé. Donc il faut non seulement que ce soit intéressant pour leur organisme, mais aussi gustativement. Donc c'est tout ce challenge-là qu'on rassemble dans les produits qu'on formule pour que ça soit le plus proche possible du blé, mais sans la problématique du gluten. Puis on fait du pain, on fait des baguettes, on fait du pain grenouille, on en fait tout à l'heure, on fait du pain burger, on fait des pizzas, on fait des pastels, on fait des cupcakes, des gâteaux d'anniversaire, des madeleines, des crêpes. Voilà, à peu près, on fait des pancakes, on fait des box petit déjeuner aussi. Parce que le problème aussi quand on est sans gluten et qu'il n'y a pas beaucoup d'offres, quand on sort de la maison le matin, quand on a une activité ou des courses à faire, c'est très difficile de trouver quelque chose le matin si c'est pas de la bouillie. Mais quand c'est des choses de pâtisserie comme ça, c'est pas évident. Donc aujourd'hui, c'est vraiment une question de santé publique et une question de bien-être, sachant même que les farines sans gluten, au-delà des dépourvues de gluten, sont beaucoup plus riches en fibres. Donc pour ce qui est du champ de la digestion, elles sont beaucoup plus bénéfiques. Et si on part sur le créneau du goût déjà, les palettes de saveurs sont beaucoup plus larges avec les farines locales. Je mets vraiment un point d'honneur à travailler mes recettes. Chaque produit qui sort, c'est un produit dont la recette a été longuement travaillée pour aboutir à un résultat satisfaisant avant son lancement. On est limité aujourd'hui par rapport à la demande qu'on a. L'idée, c'est vraiment d'industrialiser ou de semi-industrialiser la production, notamment au niveau de la farine, parce qu'on vend des farines aussi. L'objectif en 2026, c'est déjà d'avoir une représentation physique où les gens peuvent venir acheter leur pain comme dans une boulangerie classique et à court terme d'avoir un site de production aux normes avec l'autorisation du monsieur le marché pour pouvoir vendre nos farines dans les surfaces. Je considère que c'est maintenant que Welly a commencé son activité et réussi non pas encore. J'ai encore beaucoup de rêves en tête, j'ai encore beaucoup de choses que j'ai envie de faire et toutes les avis en 2026, 2027 jusqu'à 2030, je pourrais estimer que j'ai réussi mon pari. Et aujourd'hui, il y a tellement de ressources en Afrique que c'est aberrant de voir dans le panier du Béninois moyen 70-90% de produits ultra transformés ou venus d'ailleurs. Et il suffit de voir ce que les petites et moyennes entreprises font de merveilleux localement et de comprendre que on peut se nourrir, s'autosuffire localement. Il suffit de se donner les moyens d'y arriver. Petite tranche donc pour vous donner des idées de remplacement du blé et surtout préserver votre santé. Et on passe tout de suite, après juste cette transition, à la prochaine rubrique qui parle également de santé. Vous le savez déjà, c'est Instant Santé avec Christelle Tongodo.
Toujours au rendez-vous, la belle Christelle. Bonjour et bienvenue. Bonjour Jennifer. Comment allez-vous ce ça matin? Va bien. Vous êtes rayonnante. Hein? Ah, merci beaucoup. Malgré la pluie. Absolument, malgré la pluie. Ce matin. Et on est là, toujours pour le plaisir des téléspectateurs. Avec vous, on parle de violence aujourd'hui. Tout à fait. On va décrypter notamment les comportements collectifs liés à ces violences-là, à ces scènes de violence qui sont pour le moins très récurrentes. Ces derniers temps, justement. C'est ça. Donc, je vous propose d'abord de suivre cet élément qui nous installe. Sur recommandation d'une personne âgée, ils ont attaché mes 4 membres. Ils ont mis le feu entre mes jambes, puis inséré du piment dans ma partie intime. Ils m'ont mise à nu avec des couteaux. J'ai été attachée avec une corde très dure. Elle aurait été ligaturée et on voit très bien au niveau des 2 poignets des liens de ce qu'elle a été attachée. Au niveau des 2 chevilles aussi, on voit les traces de ce qu'elle a été attachée. Et les 2 mains sont enflammées avec une impossibilité de mouvoir, de mobiliser les doigts. À part ça, au niveau du corps, elle a plein de lésions, de plaies en bonne voie de cicatrisation. Notre invité du jour, Monsieur André Arwandiekanou, vous êtes psychologue clinicien. Bonjour, bienvenue à vous. Bonjour madame. Merci d'être des nôtres ce matin. C'est moi qui vous remercie. Alors, Monsieur André, comme vous venez de le voir, une femme qui a subi des violences corporelles, qui n'a pas manqué de lui créer des dommages. Qu'est-ce qui explique, selon vous, qu'un groupe de personnes puisse basculer rapidement dans ces genres de violences-là? Il y a plusieurs raisons, et notamment une escalade rapide. On vous écoute. Oui, allez-y. Une escalade rapide survient lorsque des émotions fortes sont exprimées et se propagent rapidement. Oui. Et là aussi, il n'y a que l'élan du groupe perd en réalité le sens, la raison. Il y a aussi que la responsabilité individuelle est diminuée et des rumeurs également telles que les menaces perçues rendent alors la violence, je dis entre griffes, nécessaire. Nécessaire. Entre griffes, c'est important de nuancer. Est-ce que cela signifie justement que lorsqu'un individu est intégré dans une foule, il perd une partie ou bien il perd tout sens de responsabilité? Alors là, il se pose un véritable problème. Lorsque vous êtes dans un groupe, vous perdez une partie des freins. Et cela vous donne comme l'impression que vous avez moins de responsabilité par rapport aux actes que vous posez. Donc le groupe, vous vous laissez emporter en fait par le groupe. L'effet du groupe. L'effet du groupe. Donc, c'est ça qui fait que les gens se laissent aller parce qu'on se dit on ne pourra pas m'identifier seul, c'est le groupe qui a agi. C'est le sentiment d'anonymat. Voilà, le sentiment d'anonymat, on est porté par le groupe, mais à quel moment cet effet, cette effervescence, si je peux l'appeler comme ça, éteint toute humanité en la personne? Parce qu'à la base, nous sommes des êtres humains. Je pense que nous avons quand même des émotions. C'est ça. Oui, il y a aussi plusieurs raisons. Ça dépend de l'impulsivité de l'intéressé, ça dépend de l'hostilité. Il y a aussi le désengagement, le désamour même. Certains estiment que les stupéfiants peuvent provoquer ça. Certains estiment que ceux qui se comportent comme ça sont fous. Qu'est-ce que vous en pensez? Bon, la drogue, les stupéfiants et autres ne font que attiser en fait le phénomène. Nature, voilà, la nature de la violence. Donc ce n'est pas forcément ça là, mais ça vient parce qu'ils sont inhumés, ils se laissent davantage emporter par le groupe et carrément
ils oublient leurs responsabilités. Et ceux qui évoquent la folie ou la démence, est-ce que c'est justifié? Non, ça ne peut pas être justifié. Ça ne peut pas être justifié. D'accord. Alors, est-ce que dans ces situations-là, il y a des comportements qui dépendent forcément des leaders, si je peux le dire ainsi, ou bien il peut y avoir tout naturellement un emballement collectif sans direction précise? Oui, emballement sans direction précise, il peut y avoir, parce que ça n'a pas besoin forcément d'un leader. Parce que dans justement, il a dit une personne âgée a demandé... Alors qu'on ne la laisse pas partir de la sorte. Oui, c'est quoi il dit, ça n'a pas forcément besoin d'un leader. Le groupe peut agir sans attendre un ordre d'un leader. Et je l'ai dit tantôt au début, une émotion forte qui se propage. Ah, il a volé. Une suspicion, simple suspicion, suffit déjà pour que ça s'enflamme. Il y a également les antécédents également qui s'en mêlent. Et puis, bon, voilà, on se laisse aller. Et puis, Alors, si je comprends bien, c'est pas que je fais un retour lorsque je vous suis. Quand vous parlez justement d'antécédents, peut-être la personne s'est déjà fait voler plusieurs fois et contenait cette rancœur en elle. Lorsque un cas se présente, tout de suite, on ne réfléchit pas et on agit. Mais est-ce que, et vous le disiez justement, ce n'est pas justifié. Comment se calmer pour ne pas dévier? Se calmer pour ne pas dévier? Oui, ça c'est un travail individuel. Il faut alors se replier sur soi-même. Même pendant qu'on dit olé, 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 il faut se calmer. Le voleur, lorsqu'on crie au voleur, mais est-ce qu'il a réellement volé? La question se pose d'abord. Les antécédents également peuvent créer des situations de toutes pièces et des soupçons déjà, et ça y est. Puisque nul n'a le droit de se faire justice. Est-ce qu'il existe néanmoins des profils, Jennifer le demandait tantôt, est-ce qu'il y a des profils plus susceptibles justement de participer à des violences collectives, M. Arwandjekam? Profil, je l'ai dit tantôt, c'est que on ne peut pas dire que quelqu'un est prédisposé. Quelqu'un qui a vécu une enfance douloureuse, un traumatisme. Voilà, là, ça c'est une transposition des faits. Le vécu peut l'amener à également développer une telle scène de violence. La déshumanisation, par exemple, la polarisation. On peut également parler des responsabilités diffuses. D'accord. Mais lorsque nous sommes, je dirais, dans notre environnement quotidien, est-ce qu'on peut se dire tel ou tel est peut-être plus disposé, peut-être quelqu'un qui s'emballe facilement, est plus impulsif, est-ce qu'il est plus susceptible de participer à ce genre de violence collective que quelqu'un qui est beaucoup plus replié sur soi? Est-ce que c'est des indicateurs? Quelqu'un qui a de l'impulsivité, il manque de maîtrise de soi. Il va se laisser rapidement emporter par la foule. Lorsqu'il y a de ces scènes qui se passent devant lui ou qu'il appartient à un groupe, il va se dire, bon, au nom du groupe, alors je vais me lancer. Mais toutefois, sa responsabilité est là. Les contextes également sont là, déterminants. Et quelqu'un de replié sur soi, ça peut aller? Quelqu'un de replié sur soi, je peux peut-être parler de quelqu'un, un homme prudent. D'accord. Sinon, le repli sur soi, ça interpelle encore, voilà, ça cache encore d'autres phénomènes. Voilà. Qu'est-ce qui fait qu'il se replie sur lui-même? Il a quel passé? Il y a également tout cela qui est en train qu'il faut vraiment fouiller. Alors, est-ce que les réseaux sociaux aujourd'hui, comme on les voit, ne rendent pas visibles ces comportements-là? Oui, les réseaux sociaux... Parce que dans une certaine mesure, ils participent à la propagation de ces cas-là, en rendant certaines vidéos virales. C'est bien dit. Les réseaux sociaux aujourd'hui diffusent ces scènes de violence et rendent visibles et même parfois virales.
surtout à l'avènement de ces réseaux, ces plateformes de TikTok, Facebook, X, ils ont une certaine manière de propager les scènes de violence avec même parfois un caractère viral qui peut emballer la foule à agir. Donc des contestations, des prises de position, et voilà. Au-delà des sanctions pénales prévues par la loi, quels sont les mécanismes de prévention ou de désamorçage, si on peut le dire ainsi, d'une montée de violence dans un groupe, Monsieur André? Ah oui, là, c'est une très belle question parce qu'il faut repenser autrement notre société. Est-ce qu'il faut punir nécessairement ou bien il y a d'autres mécanismes? C'est des dispositions, des mécanismes de prévention ou de désamorçage par rapport à ces montées de violence, telles que vous venez de le dire. Et ça passe forcément en amont par des dispositions qui vont renforcer le respect des normes sociétales. Et là, il faut évoluer pour anticiper même sur des phénomènes à venir en détectant de manière précoce des foyers de tension susceptibles de naître. Donnez-nous quelques cas concrets, s'il vous plaît. Oui, je prends par exemple un ghetto. Oui, c'est ça. Ça, c'est des foyers de tension. Dès lors qu'à côté d'un ghetto, on dit « olé », ou bien quelqu'un a commis un acte, même sur un simple soupçon, ils peuvent se déchaîner et se rendre dans la bagarre. Et ça va, ce qui ne concerne en rien ceux-là, ils peuvent prendre parti, cause et effet et dramatiser la situation. Et ce serait peut-être fatal pour peut-être quelqu'un qui est accusé sur la base d'un simple soupçon. Et dans ce contexte, quelle devrait être l'attitude ou le comportement d'une personne normale? Oui, c'est de se retirer calmement pour ne pas se laisser emballer. D'accord. D'accord. En dehors des ghettos, y a-t-il d'autres mécanismes? Oui, d'autres mécanismes, il faut privilégier le dialogue et surtout la médiation. Et en dehors de ça... Alors, lorsque vous parlez de ghetto, moi je pense tout de suite à des gens un peu sous emprise quand même. Sous l'emprise des substances psychoactives. Oui, c'est ça. Oui, tout à fait. Il faut leur parler, il faut les calmer. Vous pensez que ça peut marcher? C'est pourquoi ce mécanisme mis en place va permettre alors d'anticiper et de multiplier même des séances de sensibilisation à l'endroit de ceux-là, même des zones vulnérables, les environnements à risque, comme on le dit. Donc, même les villages les plus reculés, parce qu'il y a le poids quand même, où il y a la pauvreté qui sévit, il faut mieux aller dans ces confins pour sensibiliser afin d'éviter les récupérations. Alors moi, je pense que là-dessus, les psychologues ont beaucoup du pain sur la planche, parce qu'à vous suivre, on a le sentiment qu'il s'agit beaucoup plus d'un problème psychologique à la base. Bien sûr, c'est un problème psychologique. Est-ce que vous en recevez de ces cas-là régulièrement? Il faut déjà que la personne soit consciente. Comment vous y prenez pour récupérer dans une certaine mesure cette personne-là? Il faut vous dire que la plupart de la population béninoise ne connaît pas encore le rôle du psychologue. Malheureusement. C'est vraiment malheureux. Parce que le psychologue est dans tous les secteurs. Dans tous les secteurs. Et dès lors qu'il y a un dysfonctionnement, la première des choses, il faut consulter un psychologue. Dès lors que votre quotidien commence par prendre un coup, vous avez de désamour pour votre travail même, là, il y a des problèmes. C'est ça.
ce que vous faites habituellement, vous n'avez plus envie de le faire, tout ça là, il y a problème. Les stress, il y en a tous les jours. L'angoisse, l'anxiété, il y a plein. Mais vous le savez, dans notre société, on nous dit souvent il faut que je sois déjà rassasié. Il y a cette blague-là qui circule qui dit est-ce que vous êtes sûr que si j'ai des soucis, mais si j'avais l'argent, j'irais chez le psychologue. Est-ce que quelque part, vous n'allez pas peut-être aller vers les populations, vous aussi, et leur faire comprendre que c'est pour sauver des vies, la nécessité de consulter. Oui, je pense qu'on le fait déjà à travers cette émission. Exactement. Qui va faire écho forcément. C'est ça. Et il faudrait que les gens prennent conscience de leur état pour dire « Ah, il faudrait que je consulte » parce que quand ça s'accumule, je pense que ça devient difficile à gérer. Alors, Monsieur André, on ne va pas parler que comment on appelle, on ne va pas parler de violence psychologique sans évoquer l'état d'âme des victimes. Quand on subit ce genre de scène, comme ce qu'on vient de voir, comment est-ce qu'on se sent en tant que victime? Comment, émotionnellement, comment les choses se passent? Alors, c'est d'abord des réactions intenses, mêlées, avec même des contradictions. Mais pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi moi? On ne comprend pas. Et c'est un choc émotionnel, la peur. On se trouve constamment dans l'insécurité. Déjà là, il se pose un problème. L'insécurité. Est-ce que les proches aussi ne doivent pas jouer un rôle? Faire attention, se dire, cette personne-là, si on ne le récupère pas, si on ne lui parle pas, il ou elle risque de dévier, de devenir un cas social, puisque c'est comme ça qu'on les appelle. Parfaitement, parce que d'abord, la victime même, dans sa souffrance, si elle ne voit pas que elle peut déjà consulter un psychologue, un spécialiste. L'entourage peut susciter une consultation. D'accord. D'accord. Alors, quel est le plus difficile à gérer pour la victime, Monsieur André? Est-ce que c'est les blessures physiques déjà, le choc émotionnel ou le sentiment d'avoir été emporté par un mouvement de groupe? Bon, sur la question, je dirais qu'il n'y a pas une préséance et un ordre établi. D'accord. Tout ce qui va. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que les blessures se soignent. Est-ce qu'on peut en guérir complètement? Les blessures? Peut-être celles physiques, oui. Oui, les blessures physiques, ça peut se guérir. Mais ce qui prend assez et énormément de temps, c'est la blessure psychologique. D'accord. Le traumatisme, que chaque fois que l'intéressé va revivre cet événement, va induire, c'est ça qui va créer davantage de problèmes et le ronger, son bien-être va prendre un coup. Pour quelqu'un qui a été ligaturé, par exemple, j'imagine le traumatisme, c'est... Elle aura peur en permanence. Ah oui, en permanence. D'abord, quand elle va recadrer la situation et que c'est à une place publique, par exemple, que ça s'est passé, elle aura peur de s'introduire à des places publiques. Oui. Si elle n'est pas accompagnée, elle va commencer par se dire « Ah, mais un prédateur déjà tapis dans l'ombre. Ah, je peux être attaqué et je vais encore subir le même sort. » Donc, c'est un véritable problème. Alors, on va finir sur une note de conseil à l'endroit de ceux qu'on appelle des cas sociaux, comme l'a dit Jennifer, et également à l'endroit des victimes qui nous suivent, qui vous regardent en ce moment. Donc, à l'égard des victimes, je prends en compte d'abord les victimes. C'est ça. À l'égard des victimes, je leur conseille de se remettre à un professionnel, que ce soit le psychologue ou les médecins, pour une bonne orientation. Mais pour ce qui concerne les témoins aussi, oui, le public, tous ceux qui ont été victimes ou bien témoins de ces scènes,
ils ont besoin aussi d'être pris en charge. D'accord. Oui, parce que ça va créer un choc dans leur tête également. Comment un homme a pu en arriver là? Il ne pourra pas comprendre. C'est ça. Et quand il va commencer par se poser ces questions, ça va le ronger. Maintenant, par rapport aux divorcés, je pense que l'État va mettre des dispositions en place, telles que je l'ai dit plus haut, par rapport aux zones à risque, aux environnements à risque, en mettant des mécanismes pour un suivi du dialogue social. Et je pense que déjà le Bénin en fait mieux. Absolument. Il y a un cadre de dialogue social. C'est ça. Ça va beaucoup activer ce secteur. Également le dialogue, la médiation et les sensibilisations, surtout les sensibilisations à l'endroit de ces Merci beaucoup à vous, Monsieur André Arouandjekanou. Je rappelle que vous êtes psychologue clinicien avec vous. On a parlé ce matin des violences collectives, comment on interprète ces réactions-là dues à l'effet de foule, tout simplement. Jennifer, c'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup à vous, Christelle, pour ce sujet très sensible, mais d'intérêt. Et merci également au docteur pour toutes ces explications. Mesdames, Messieurs, tout à l'heure, nous avons mangé local. Il y a de belles choses qui se font. On peut avoir de la pâtisserie fabriquée localement, mais pas que. On nous le disait, aujourd'hui, on préserve votre santé, plus beaucoup de soda. Et il y a une alternative qui s'offre. Il s'agit des boissons localement fabriquées qu'on va découvrir dans ceci. Monsieur Yekler, pour le peu que moi, personnellement, Ghislaine, je sais de vous, je peux vous nommer déjà le docteur des jus de fruits. Mais je sais aussi qu'avec vous, quand on vous retrouve aux événements, les cocktails, les restaurations et autres, vous avez l'habitude de proposer plusieurs produits que quand on lit sur les bouteilles ou les emballages, on lit Made in Bénin. Alors nous, aujourd'hui, on a envie que vous nous aidiez à faire un peu le répertoire de ces produits-là que nous consommons, de la boisson locale, purement béninoise. D'accord, c'est une bonne remarque, effectivement, parce que nous, à Sofriti, nous essayons de faire la promotion du Made in Bénin, du local. Cela se traduit aussi bien par les boissons que nous proposons à notre clientèle, que ce soit les jus comme les boissons alcoolisées, que dans les plats ou les mises en bouche que nous proposons. En apéritif, qu'est-ce que le Béninois propose et qui est purement béninois? Alors, pour les apéritifs, nous pouvons proposer du hatan. Du hatan qui est le vin de palme, que tout le monde connaît. C'est une boisson, c'est la sève du palmier à huile. Elle est extraite de façon artisanale en abattant ces palmiers à huile là, et en extrayant la sève. Bon, c'est la méthode qu'on utilise ici au Bénin. Sinon, il y en a une autre où directement sur l'arbre, on peut faire une incision et puis recueillir le jus. C'est plus long, mais ça permet de maintenir l'arbre en vie. Voilà. Donc, on a du hatan qu'on peut vous proposer. On a du bissap. Vous avez ces différents produits dans ces calebasses. Le bissap, on peut le proposer nature ou en cocktail avec de l'alcool, pour ceux qui veulent un apéritif un peu plus relevé. Voilà. On peut également vous proposer du chapalo, que tout le monde connaît. C'est une boisson à base de maïs qu'on utilise communément. Du maïs fermenté. Du maïs fermenté, oui. Qu'on utilise communément au sud ici. Son équivalent au nord, c'est le tchoukoutou, qui est fait à base de maïs, de mil ou de sorgho. Voilà. Et le chapalo peut aussi se boire tout le long du repas, pas comme apéritif. C'est pas alcoolisé? Si, ça l'est. Moins que le hatan. Le chapalo, on tourne autour de 1-2% d'alcool. Le hatan, on va entre 4 et 12 en fonction du nombre de jours de fermentation. Le tchoukoutou? Ça, c'est une autre gamme. C'est encore plus alcoolisé que le hatan.
et c'est tenant compte de, de la manière dont c'est préparé. Voilà. Donc toutes ces boissons peuvent servir d'apéritif. Sinon, actuellement, il y a de jeunes entrepreneurs qui proposent également des apéritifs alcoolisés, carrément dans des bouteilles modernes et tout, comme King of Soto, qu'on utilise beaucoup. Il y a Palma, tout ça, oui, c'est à base de sodabi, d'accord, qu'on peut utiliser en apéritif. Et également, ces apéritifs, on peut encore les utiliser comme digestifs. C'est-à-dire le pur solabi qu'on connaît, oui, on appelle ça solabi arrangé. Donc en digestif, on a le digestif classique que tout le monde connaît, c'est-à-dire on y met de la date, comment vous appelez, des clous de girofle, la cannelle et autres. Voilà, tout le monde. Chacun aromatise selon son goût. Selon son goût et selon ses besoins. Maintenant, ça a été industrialisé. Ça a été industrialisé, donc vous avez certaines marques comme Tambour ou King of Soto, voilà, qui nous proposent ce solabi arrangé là de façon encore plus améliorée. Vous avez dit, il y a de ces boissons que vous avez citées en apéritif qui peuvent accompagner aussi le repas. On rentre à présent dans la gamme de ces boissons que nous produisons au Bénin et qui accompagnent le repas. Alors, comme accompagnement, je le disais tantôt, on a le chapalo qu'on peut toujours... je vous en sers un verre. Avec plaisir. Il y a le chapalo qui peut servir d'accompagnement. Nous avons également du adoyo. Adoyo, c'est une boisson qu'on consommait pendant notre jeunesse. C'est fait à base de... comment on appelle? L'eau de maïs fermenté. J'adore. Merci. C'est l'eau de maïs fermenté qu'on utilise pour fabriquer du adoyo. Bon, c'est aromatisé avec de la citronnelle ou de la menthe, voilà, pour... et les bonnes dames vendent ça à l'école avec du citron aussi à côté. Exactement, dans les petits sachets là, on suçait jusqu'à, voilà, quand on finissait, on mettait le sachet dans la bouche. Hey, Seigneur. On en a fait des choses, heureusement que Dieu veillait sur nous. Donc, à part le adoyo, je disais tantôt, il y a le jus de baobab. Le baobab est très utilisé. Nous faisons quelques cocktails avec le baobab. Il y a également le tamarin qu'on utilise beaucoup. Bon, ça, par contre, en toute franchise, j'en ai jamais vu. Enfin, je veux dire le fruit. On n'en fait pas, mais ça fait partie des jus qui sont beaucoup consommés. J'en ai vu, c'est de chez moi. Je sais faire le jus de tamarin. J'aime ça bien particulièrement. En dessert, on va vous proposer les noix de coco avec la pulpe. Et puis, on a oublié quelque chose, le hakpan. Ah ouais. Il y a le hakpan qu'on utilise également en dessert. Il y en a en nature, il y en a avec du lait. On appelle ça crème de maïs. Crème de maïs, oui, voilà, ou du yaourt à base de maïs. Voilà. Donc, vous avez ça avec du lait. Vous l'avez nature, avec beaucoup de glaçons dedans. Et puis, de plus en plus, ça se fabrique également à base de fruits. Voilà, j'espère que vous avez eu le temps de bien suivre, de comprendre et pourquoi pas d'adopter une ou deux de ces recettes. On passe à présent à la page sport. C'est tout de suite, juste après ceci. Et la page sport de ce mercredi, c'est avec Hugues Zinsou-Zounon. Bonjour Hugues. Bonjour Jennifer, bonjour à tous, bonjour à toutes et très heureux de vous retrouver, chers amis téléspectateurs. Quel punch! Alors, la Confédération africaine de football annonce ses éliminatoires de la CAN. Enfin, les éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Les dates sont connues. Plus de précision ici avec Blaise Atankpo. Le compte à rebours est lancé pour la Coupe d'Afrique des Nations 2027. Après des mois d'attente et de réajustement, la Confédération africaine de football a enfin rendu public le calendrier des éliminatoires de la CAN, PAMODIA. Une étape importante dans la course à la qualification pour une édition déjà historique qui sera co-organisée par le Kenya, la Tanzanie et l'Ouganda. Après le tour préliminaire disputé en mars dernier, la CAF a affiné son dispositif. Les éliminatoires seront désormais calés sur les fenêtres FIFA.
Les 2 premières journées se joueront du 21 septembre au 6 octobre 2026. Les 3e et 4e journées suivront du 9 au 17 novembre 2026 avant une dernière ligne droite avec les 5e et 6e journées programmées du 22 au 30 mars 2027. 48 sélections nationales, y compris les 3 pays hôtes, seront engagées. Réparties en 12 groupes de 4 équipes, elles viseront les 2 premières places qualificatives pour la phase finale. Prochaine étape clé, le tirage au sort prévu le 19 mai 2026 qui va dessiner les groupes de cette campagne très attendue. La phase finale de la CAN se tiendra du 19 au 17 juillet 2027 avec une finale programmée le 17 juillet. La route vers la CAN est désormais tracée et elle ne laissera aucune place à l'erreur. Et voilà, la route est donc tracée, Hugues, et également certains athlètes béninois en football ont réalisé une bonne saison sur le continent, n'est-ce pas? Magnifique saison, surtout des joueurs qui sont sur le continent, notamment en Afrique du Sud, au Maroc et puis en Côte d'Ivoire. La saison s'annonce déjà radieuse pour plusieurs internationaux béninois. Dans leurs clubs respectifs, certains guépards et Amazones ont déjà décroché des titres majeurs. Direction l'Afrique du Sud. Le dernier rempart des guépards, Marcel Dandinou, est sacré champion de 2e division avec Kruger United FC. Une saison pleine pour le gardien béninois, auteur de prestations décisives tout au long de l'exercice. Le samedi 2 mai, Kruger United a signé une 6e victoire consécutive en dominant Black Leopard 3-1 lors de la 28e journée. Avec 58 points et 8 longueurs d'avance sur son dauphin à 2 journées de la fin, le club valide officiellement son titre, mais aussi sa montée dans l'élite du football sud-africain. Cap sur la Côte d'Ivoire. Romari Kamoussou est sacré champion ivoirien avec ASEC Mimosa. Le club jaune et noir a remporté son 30e titre national après une victoire 1-0 face à l'ISCA à Yamoussoukro. À 3 journées de la fin du championnat, l'ASEC compte 10 points d'avance sur le FC San Pedro et ne peut plus être rejoint en tête du classement. Du côté des Amazones, Yolande Yami continue également de faire parler son talent au Maroc. L'internationale béninoise est championne de D1 marocaine avec l'Asfar féminine. Les militaires ont validé leur sacre après une victoire importante face à la Renaissance sportive de Berkane. Titulaire au coup d'envoi, Yolande Yami s'est illustrée en inscrivant un but dans le temps additionnel de la première partie. Avec désormais 10 buts et 4 passes décisives cette saison, l'Amazone béninoise confirme son rôle majeur dans le parcours exceptionnel de son équipe. 3 sacres déjà et peut-être d'autres trophées à venir pour les ambassadeurs béninois engagés dans les différents championnats à travers le monde. Et puis on parle à présent, Hugues, de la préparation des Amazones U20. Elles sont peut-être à quelques jours d'une qualification historique devant l'équipe de Côte d'Ivoire, l'équipe des Amazones. Donc là, on a plutôt l'image de l'équipe d'Arsenal qui a battu l'Atlético 1-0. Le but du surdoué Saka à la 44e minute. Arsenal est donc en finale 20 ans après. Arsenal va défier le vainqueur du Bayern face au Paris Saint-Germain. Retour peut-être d'une affiche magique ce soir au Bayern Paris Saint-Germain à suivre donc à partir de 20h. Voilà donc pour les infos concernant la Champions League européenne de football. Et justement, on parlait justement tout à l'heure de la Ligue des champions européenne de football. On parle à présent quand même de la préparation des Amazones U20. De leur côté, c'est sûr que tout se passe bien. On a notre envoyé spécial ou nos envoyés spéciaux, Alexis Segbemon et William Bassabi, qui sont du côté de Lomé. Les filles se sont entraînées hier au stade de Kégué. On voit ces images. Séance sans ballon, séance avec ballon, puis les ateliers de jeu ponctués par de petites coupures pour se désaltérer. Beaucoup d'applications de la part des joueuses. Combinaison de jeu sur les côtés, vous voyez
l'image de ces filles qui sont assez confiantes avant de défier l'équipe de la Côte d'Ivoire dans quelques jours. Ambiance studieuse, mais assez relaxe. Toutefois, il faut noter que Germaine Renfort, qui est brillantissime sur le côté droit, est un peu touchée. Les filles béninoises ont reçu la visite de la sélectionneur du Togo, Kai Tometi. Donc, très bonne ambiance. Et on espère que les Béninoises vont nous faire rêver. La rencontre va se jouer le 10 mai prochain face à l'équipe de la Côte d'Ivoire. Absolument. Et on le voit sur le terrain, elle donne tout. Est-ce que, Hugues, vous pensez que la balance pourrait pencher en notre faveur, en leur faveur et la nôtre? En tout cas, le match aller a été intéressant. Score final, 1 but partout. C'est un match retour. C'est également un match piège. Il faut rester concentré surtout ne pas perturber les filles. On sait qu'au niveau des sélections A, lorsqu'on avait Michel Duchuy ou Guénétro, les dirigeants n'arrivent pas dans les vestiaires. Les dirigeants n'envahissent pas l'hôtel des joueuses et des joueurs. Et on espère que les autorités vont laisser les filles se concentrer. Ça, il le faut. Le match nul 1 partout pourrait être un match piège, se concentrer, ne surtout pas encaisser le 10 mai prochain et se qualifier. Ça va être une qualification historique et ça va symboliser tout le progrès de ce foot féminin. Absolument. Merci beaucoup à vous, Hugues. C'est tout pour la page sport de ce jour et c'est tout également pour Bonjour le Bénin de ce mercredi. Merci de nous avoir suivis. On se retrouve demain, toujours avec le même plaisir. À très bientôt. À demain plus tôt.